Guillaume, On est parti. allez. Ça Alors, bonjour à tout le monde. On est parti pour le premier webinaire Innovation et économie circulaire dans le cadre de notre nouvelle convention avec l'ADEME. On se propose en 60 minutes, ça marche, ça marche. En 60 minutes, de partager avec vous des points de repère quant aux modèles innovants dans le domaine de l'éco-innovation et de l'économie circulaire, de partager des clés d'analyse à partir d'exemples. Et on va finir en zoomant sur les dispositifs que vous pourrez activer au profit de vos projets, notamment auprès de l'ADEME. Avant de commencer sur le fond de notre sujet, on voulait juste faire deux petits points préalables. Un point sur la forme, on va essayer de faire en sorte que le timing soit tenu. Donc on s'est engagé sur 1 heure. L'autre point, c'est que nous, on a prévu des échanges avec vous, et ce qu'on vous propose, c'est de profiter de l'outil de conversation qui vous est proposé dans le cadre de ce webinaire pour pouvoir poser vos questions, interagir avec nous, répondre aux petits sondages qu'on a prévus. Et puis, après la présentation, où on va s'exprimer et vous présenter un certain nombre de choses, on vous proposera un temps d'échange qui permettra de clôturer cette heure passée avec vous en ligne. Quelques mots sur l'association Bretagne Compétitivité et qui nous sommes. Donc, je m'appelle Guillaume Ménard et l'association Bretagne Compétitivité, c'est un outil au service du développement économique du territoire. On est une équipe de 24 personnes, on organise des événements, des actions et des programmes collectifs. Et notre métier, c'est de faire du service vis-à-vis des PME et des TPE du territoire. Donc, pour ça, on fait de l'ingénierie de programmes et d'actions régionales. Pardon. Et donc, vous nous connaissez peut-être pour certains d'entre vous sous le nom d'opérations qu'on peut animer dans le cadre de Prespa, de EN ou encore de Chrysalide. Et donc, je vous disais, on va commencer par un petit sondage, un petit quiz, histoire de s'échauffer et surtout de partager quelques ordres de grandeur et quelques points de repère sur le sujet économie circulaire. Ouais. On est super. Donc, normalement, si tout va bien et si tout marche bien de votre côté aussi, on a un premier jeu de questions autour de la question du déchet issu du BTP. Et donc là, l'idée, c'est de trouver en millions de tonnes quel est l'ordre de grandeur du volume de déchets produits par l'activité du bâtiment et des travaux publics en France chaque année. Je vous laisse un petit moment. Ouais. Alors, la réponse, c'est 204 millions de tonnes. Donc, l'ordre de grandeur, c'est autour de 200 millions, si vous avez bien suivi. Et donc, l'année de référence qui nous sert à partager cette donnée, c'est 2020. C'est la dernière étude nationale qui a été publiée sur les volumes de déchets. Ce qu'on peut mettre en avant, c'est deux choses. La première, c'est globalement, le volume de déchets diminue en France. Il y a juste un contre-exemple, c'est sur les déchets ménagers, donc les 30% que vous voyez sur la partie gauche de l'infographie qui est à droite du texte, où finalement on a un effet e-commerce, Covid et confinement, etc., qui générait un effet rebond en termes de production de déchets ménagers. L'autre point intéressant, c'est dans cette infographie, ce qui est mis en avant, c'est notamment le taux de valorisation. Donc c'est un sens très large, ça peut être matière ou énergie. Et donc on voit qu'il y a des marges de progrès qui sont assez importantes. Et donc sur le volume de déchets qu'on met en avant, typiquement pour le BTP, on a une part de valorisation qui est significative. Et on peut imaginer que le volume de déchets captés augmente du fait de la mise en place de nouveaux modèles de collecte et que le taux de valorisation soit aussi boosté par ces nouvelles modalités. Si on regarde ou si on dézoome, ça veut dire que notre impact matière, il est autour de 5 tonnes de déchets par an ou 5 tonnes de ressources mobilisées par an, si on veut s'exprimer autrement. Et ce qui est intéressant avec l'infographie que vous voyez juste en bas, c'est que du coup, le déchet de la construction, il est tellement énorme qu'on ne le voit plus. Enfin, après, c'est peut-être un effet de couleur aussi. Mais ce qui nous semble intéressant, alors là,
données, elles sont un tout petit peu différentes parce qu'on est sur une année de référence précédente qui était 2018. Mais l'ordre de grandeur reste le même. On a 300 millions de tonnes de déchets qui sont produites par an en France. Vous en avez autour de 200 qui sont générés par la construction. Et puis, vous avez une part autour de 30 millions qui sont tout ce qu'on appelle les déchets ordures ménagères. Et donc là, on voit qu'il y a un sujet autour de comment on capte, on collecte, et puis surtout comment on transforme notre regard, parce que finalement, on est éduqué, on est sensibilisé à la question des ordures ménagères depuis très très longtemps. Et on voit bien que ce n'est pas forcément le cœur du sujet si on a une approche d'économie circulaire à traiter. On passe à la deuxième question de notre petit quiz. Si on vous dit REP, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, on espère que vous sauriez vous aussi de l'autre côté du clavier. On s'est dit qu'on pouvait en parler de manière un peu plus légère, et c'est parti. Peut-être le temps qu'on vous laisse répondre. Donc, est-ce que REP, ça veut dire République économe et productive, réseau d'éducation prioritaire, filière à responsabilité élargie des producteurs de déchets, ou le nouveau TRAP? On va faire des spécialistes à 100% de bonnes réponses, c'est ça, hein? C'est ça, 100%. Voilà, félicitations. On pourrait y revenir et ça fera sans doute un objet de vos questions. N'hésitez pas à les partager dans le chat. Et puis, dernière petite question pour s'échauffer et se mettre en ordre de marche. Là, on teste le niveau de réveil ce matin. 3 R pour vous, c'est réduire, réemployer, recycler, recycler, réutiliser, réduire, refaire, réinventer, relancer, ou bien réindustrialiser, réinvestir et relocaliser. C'est pareil, on a 100% de gagnants qui ont tenté. Pour l'instant, 100% gagnant. Merci à tous. Et donc, effectivement, c'est réduire, réemployer, recycler. Et pour ceux qui sont bien réveillés, vous avez remarqué qu'il y avait une petite chose trappe. Effectivement, l'ordre est hyper important, hyper structurant dans la façon de garder et de remobiliser nos ressources. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à les partager. On va avancer. On voulait aussi, parce que le webinaire s'appelle Innovation et économie circulaire, juste partager rapidement ce qui fonde notre action et réunit l'équipe de Bretagne Compétitivité. C'est-à-dire qu'on considère que l'innovation, c'est la définition la plus large possible, au sens où on ne se restreint pas à des enjeux de technologie et on regarde bien le sujet en se disant qu'il y a des enjeux autour du modèle économique, de l'organisation, de la façon d'aborder le marché, etc., etc. Et qu'une des façons de mesurer le résultat de l'innovation, c'est finalement de se dire ça génère avant tout de la valeur pour l'entreprise, ses clients et la société. Et c'est là où on refait le lien avec les enjeux de modèle économique durable. C'est bien ce qui permet de répondre à des enjeux sociétaux et environnementaux aussi. L'autre façon d'exprimer ce qui est du ressort de l'innovation, c'est de se dire finalement, vous, en tant qu'entrepreneur, alors, vous le faites de manière inconsciente ou consciente, formelle ou informelle, mais finalement, ce qu'on cherche à illustrer à travers ce petit schéma-là, c'est de se dire, finalement, l'innovation, c'est aussi débusquer des aires de jeu. Et donc, c'est aussi se frotter à des enjeux de est-ce qu'on va finalement réussir à rencontrer des clients et réussir à promouvoir la perspective de gain que génère notre nouvelle solution, notre nouveau service. Une autre façon de le regarder, et là je garde ça pour les spécialistes dont je ne suis pas, c'est une approche plus normative, en se disant finalement, l'innovation c'est aussi le fruit d'un processus, et surtout la répétition de résultats positifs en termes d'innovation, c'est la maîtrise de ce processus-là. Et donc vous pouvez trouver au sein de notre équipe des ressources sur ces sujets-là et des approches beaucoup plus ludiques de cette question. Et
puis, pour ceux qui nous connaissent déjà sous la question de Chrysalide, nous, on se dit que l'innovation, c'est aussi relever des défis ou se frotter à ce qu'on appelle les éco-enjeux. Et c'est ce qu'on pousse à travers Chrysalide Eco-Activity. Et donc, pour faire la transition avec ces questions de modèle économique innovant et gagnant, une approche qu'on vous propose, alors, c'est ça que je vais citer, le petit radar que vous voyez à droite, c'est un outil qui s'appelle KTH. Qui est une façon de mesurer la maturité d'une entreprise et d'une organisation sur les enjeux d'innovation. Et donc, pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes déjà familier d'une des échelles qui est utilisée par l'outil, qui est l'échelle TRL, donc de maturité technologique. Et là où c'est intéressant, parce que la vision, elle est beaucoup plus systémique et du coup, elle oblige à regarder d'autres enjeux, c'est que les équipes de cet institut suédois ont mixé en fait les approches en se disant la techno c'est bien, mais ça suffit certainement pas à évaluer le caractère innovant d'un projet. Et donc, il faut croiser ces regards-là avec des enjeux de maturité client, du modèle d'affaires, la protection des actifs immatériels. Donc, est-ce qu'il y a des brevets, est-ce qu'il y a des marques, des sites web, etc., du logiciel, des enjeux de compétences, de ressources humaines, de talents et d'organisation. Et puis, dernier point, et non des moindres, de ressources financières. Et c'est bien au croisement de ces enjeux-là qu'on va pouvoir identifier un modèle économique qu'on appellera durable, au sens où il a un impact à la fois en termes de stricte économie, au sens où l'équation de profit, c'est-à-dire le fait que les revenus soient supérieurs aux charges, c'est réussi. Et l'autre point, c'est que vous allez avoir des enjeux aussi en termes d'impact sociétaux et environnementaux. Et donc, aujourd'hui, on questionne forcément vos projets à la lumière de ces enjeux-là, en se disant est-ce que votre solution elle contribue bon, est-ce qu'elle ne déplace pas le sujet, etc. On pourrait y revenir. Et si on continue sur cette trame-là, je peux avancer, voilà, ça y est. L'autre point conceptuel qui nous semble important à intégrer dans les réflexions par rapport à l'économie circulaire, c'est ce petit schéma qui a été formulé par la Fondation Ellen MacArthur, qui remet bien à l'esprit et à l'image le fait que l'économie circulaire, c'est certes un concept très global, mais à l'intérieur, il y a beaucoup d'enjeux. Alors, il y a des enjeux par rapport à des cycles techniques, on va dire des matériaux minéraux, et puis ça c'est sur la partie droite en bleu, et puis sur la partie gauche, vous avez des enjeux de cycle biologique. Et on voit bien que les boucles de réutilisation, les cascades de création de valeur, etc., eh ben, elles se ressemblent, mais elles sont forcément différentes compte tenu de la nature des matières qui sont mises en œuvre dans ces boucles-là. Le point qui est intéressant et qui va un peu guider la suite de nos échanges, c'est que finalement, si on fait le lien avec la doctrine 3R, et donc réduire, réutiliser, recycler, vous voyez que sur les cycles de gauche et de droite, finalement, ce qu'on va chercher à privilégier, c'est ce qu'on appelle les boucles courtes, donc la réutilisation courte, parce que en faisant ça, on va moins détruire de valeur ajoutée. Et l'autre point, c'est qu'on va générer moins d'externalités négatives pour l'environnement, c'est-à-dire qu'on va générer, on va mobiliser moins d'énergie, moins de matières premières pour remettre la matière recyclée dans le circuit d'utilisation vers le consommateur et l'utilisateur final. Voilà. Et puis, je reviens juste en arrière. Le dernier point, c'est la partie bas, c'est-à-dire que finalement, l'objectif de tout ça, c'est bien de minimiser l'incinération et l'enfouissement, qui sont vraiment les solutions de dernier recours pour le fragment ultime des ressources qu'on n'arrivera pas à valoriser dans la partie supérieure. Et alors, dans la promesse de départ, on vous a dit qu'on traiterait ces questions-là à travers des exemples. Ils sont imparfaits. Le but du jeu, c'était pas de vous montrer quelque chose qui marche à tous les coups, c'était plutôt de générer la réflexion pour vous et de l'échange et des questions avec vous. Et pour le premier item, donc sur le champ de la réduction, moi je vous propose de parler de terre de chantier. C'est à la fois une façon de faire le pont avec la question de tout à l'heure et puis d'ouvrir par rapport à des questions d'approche du cycle biologique. Là où c'est intéressant, c'est que on pourrait se dire, non, mais terre de chantier, en fait, on est sur la boucle de réutilisation. Sauf que là, ça veut dire qu'on regarde le sujet que d'un seul point de vue.
Là où c'est intéressant avec l'offre que Terra Innova a développée, mais on voit qu'il y a d'autres offres qui émergent, c'est que le premier levier qu'il actionne, c'est pas le levier de la réutilisation. C'est pas là où il va finalement créer le plus de valeur. Là où il va créer le plus de valeur, c'est sur le fait qu'il aide d'abord ses clients à éviter la production de déchets. Finalement, en réutilisant les terres de chantier et en évitant l'enfouissement et en proposant une solution de valorisation, il va éviter de générer un déchet. On va valoriser des terres de chantier et non pas des déchets de BTP. Et l'autre point, c'est qu'il va utiliser un levier en termes d'accélération économique de son modèle. C'est pour ça qu'il y a la petite le petit levier sur l'épaule de gauche, ça va être plus simple. Et donc son levier, ça va être le fait que la TGAP, c'est donc la taxe générale sur les activités polluantes, et c'est une taxe qui est avec une trajectoire pluriannuelle. C'est une des seules taxes en France qui est pluriannuelle, où on connaît la trajectoire et où il n'y a pas vraiment de surprise sur le fait qu'elle va augmenter dans les années qui viennent. Et donc, à chaque fois que vous générez des activités polluantes, vous êtes assujetti à cette taxe, enfin, pour un certain nombre d'activités. Typiquement, les terres de chantier le sont. Et donc, à chaque fois que vous trouvez une solution alternative à la production de déchets, vous faites gagner aux promoteurs et aux entreprises de la maîtrise d'œuvre, et donc aux maîtres d'ouvrage in fine, beaucoup d'argent. Et puis, le point de vigilance par rapport à des questions de modèle économique, d'équilibre, etc., c'est qu'il faut qu'on trouve en fait une adéquation entre les terres de chantier qui sont extraites à un point et une utilisation assez proche pour que finalement il n'y ait pas de question de stockage temporaire et donc de coûts associés, ou qu'il n'y ait pas une flotte de camions qui parcourent de très grandes distances qui font que finalement on va déplacer ou reporter l'impact, voire accroître l'impact carbone de la solution de réutilisation parce qu'on aura mal cartographié et mal identifié les exutoires des terres de chantier. Et puis le dernier point, ça c'est plus sur ceux qui seraient intéressés par des enjeux de cycle biologique et d'approche agro, il faut que les terres de chantier qui soient excavées et qui soient déplacées, elles correspondent aux besoins du territoire et des agriculteurs, par exemple, pour le cas de Terra Innova, en termes d'usage, et donc qu'elles permettent de, par exemple, reconstruire des bocagères qui apportent plein de bénéfices aux cultures et aux élevages. Et ça, finalement, ça fait écho à cette question de la réduction, de la réutilisation, en fonction du point qu'on regarde, à notre culture et notre regard. Et donc, on voit bien que si on prend la carte des ressourceries et des recycleries sur le territoire breton, un des grands enjeux de politique publique, c'était de se dire, finalement, il faut que chaque Breton et Bretonne soit à moins de 15 km de la recyclerie la plus proche, de façon à ce que ce geste-là, ça devienne non seulement quelque chose qui soit possible, mais aussi que finalement, ça ne représente pas un effort, un coût trop important pour pouvoir changer de comportement et réduire la production de déchets. Et donc, je vous disais, la TGAP, la trajectoire, elle est inscrite dans la loi, c'est hyper structurant, et finalement, seuls les gens qui n'auraient pas bien regardé ce sujet-là vous diront qu'ils découvrent l'augmentation. C'est pas vrai. La trajectoire, elle est inscrite, et le but du jeu, c'est d'avoir un rôle incitatif pour pouvoir faire émerger finalement des solutions alternatives à l'enfouissement et à l'incinération. J'essaie de rester sur le timing, je compte sur toi si jamais tu voyais que je dérapais. Alors, je propose qu'on passe au sujet suivant, qui est le réemploi ou la réutilisation. Et on pourrait finalement faire le même constat, en se disant des gens comme M2C qui font du rétrofit de machines-outils, le premier levier, c'est de finalement réduire la production de déchets de leurs clients industriels. C'est vrai. Mais finalement, eux, le levier, il est de l'autre côté. Il est vraiment sur le côté comment on accélère la réutilisation, parce qu'on va packager une offre de reconditionnement et de remise à niveau de machines-outils pour l'industrie. Et là où c'est intéressant, donc c'est super en termes d'économie de matière, d'économie d'émissions de gaz à effet de serre. C'est les premiers éléments que vous voyez sur la slide. L'autre point, et c'est là où je vous disais que c'est le levier d'accélération, c'est que finalement, ils vont pouvoir proposer des machines-outils modernisées, de qualité, parce que finalement, ils s'appuient sur les machines-outils les meilleures du marché, pour pouvoir proposer des machines-outils qui sont
avec un prix compétitif vis-à-vis des offres qui peuvent venir du Moyen-Orient ou d'Asie du Sud-Est en neuf. Et là où ça peut être un peu subtil, c'est que on a écrit poliment les leviers liés au manufacturing. Finalement, si vous regardez le marché de l'automobile, c'est un hyper bon laboratoire pour comprendre ce qui se passe sur ce type d'offre-là. Finalement, pour pouvoir accélérer le remanufacturing, faire en sorte que l'offre trouve son marché, et ben, sans doute qu'il vous faudra, si vous envisagez ce type de projet, avoir une offre de machines-outils neuves pour pouvoir avoir une gamme suffisamment étendue et amorcer la pompe de la relation client avec les industriels. Et le petit point de vigilance pour ces activités-là, c'est que si vous êtes un pur player du Reumann, pour parler comme ces acteurs-là, et que si vous êtes un spécialiste du remanufacturing et du reconditionnement, c'est sans doute plus aisé quand vous êtes adossé à un grand groupe. Sinon, le risque, c'est finalement de faire la preuve du marché et de la pertinence de cette offre-là au profit des fabricants de machines-outils qui, eux, ont la main sur le portefeuille client, sur l'offre de machines-outils et sur les offres liées au financement de ces outils industriels. Et si on s'intéresse à la boucle du recyclage, alors moi j'ai un peu réduit le scope parce que je voulais pas qu'on parle que de nutriments techniques pour parler comme la Fondation MacArthur. Et donc ce que je trouvais intéressant, c'est de se dire finalement, même sur des offres liées à des cycles organiques, la technicité, l'ingéniosité sont hyper importantes. Et l'exemple que vous voyez à l'image, là, c'est Énergie et Plus, qui est un ancien candidat Chrysalide Écoactivité également. Et eux, leur grande force, ça a été de se dire comment on peut packager, conteneuriser, faciliter la mise en œuvre, aller presque jusqu'à une offre de service, donc une offre plutôt OPEX que CAPEX, pour parler comme les industriels, c'est-à-dire où on va finalement limiter la mobilisation de capitaux et l'immobilisation de capitaux pour acquérir une solution. Et donc, eux, ils ont poussé ça très très loin en se disant comment on peut faire ça, comment ça peut servir nos stratégies de déploiement national et international pour pouvoir finalement proposer des solutions adaptées qui permettent d'exploiter de la biomasse produite localement pour générer de la chaleur et de l'énergie pour répondre aux besoins de process de l'industrie. Cette réflexion, le fait de conteneuriser, etc., ça les a poussés à être hyper compétitifs, à travailler sur une approche, on va dire, hors site, et donc de la préfabrication, de la standardisation, alors que ces gens-là viennent plutôt des métiers de la plomberie, du chauffage, où on a une approche très artisanale et prototype de chacune des installations. Et donc, eux, ils ont réfléchi en se disant comment on standardise et comment cette standardisation, finalement, elle nous permet d'avoir un prix du mégawattheure de chaleur ou d'énergie co-généré par centrale biomasse, qui permet d'être compétitif, pertinent vis-à-vis des clients. Et l'autre point, c'est finalement de pouvoir jouer une carte et un atout hyper intéressant dans un marché très gros, en étant hyper agile, et ça leur a permis de capter des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, alors qu'ils faisaient face à des acteurs installés avec une taille critique complètement différente. J'en ai fini pour le côté exemple, on va dire, en lien avec la doctrine 3R. On va poursuivre avec le côté outils et méthodes pour finir avec les dispositifs qui seront mobilisables côté ADEME. Sur le volet outils et méthodes, dans les portes ouvertes qu'on peut enfoncer ce matin ensemble, il y en a deux qui vont venir tout de suite à l'esprit de tout le monde. C'est éco-conception et analyse du cycle de vie. Pour illustrer ça, j'ai pris un premier exemple qui est Algo. Donc, c'est la peinture à base d'algues que un certain nombre d'entre vous connaissent. Là où c'est hyper intéressant, c'est que la réflexion qui a été portée par les dirigeants de Fellor et d'Algo, ça a été de se dire comment finalement on peut aller chercher de la différenciation dans un marché qui est ultra compétitif ou concurrentiel en répondant à des enjeux, on va dire, de vision et de valeur. Ça s'est traduit par plusieurs choses et plusieurs chantiers. Un, ils se sont dit comment
on sort d'un marché où finalement on est tenu par un certain nombre de fournisseurs de matières premières qui sont clés pour nos peintures. Je pense à des agents pour le blanchiment, comme le dioxyde de titane. Comment on répond mieux à des questions de santé pour les entreprises de mise en œuvre, mais aussi les occupants. Donc tout ce qui est émission de COV dans le cadre de la mise en œuvre et puis à l'usage des pièces qui sont mises en peinture. Et tout ça, ça les a conduits à se dire il faut qu'on réinvente finalement nos formules. Comment on peut le faire avec une approche qui répond à finalement ces enjeux et cette vision. Là, je réécris un peu l'histoire. Je ne suis pas certain qu'ils aient appliqué la façon dont on parle de l'éco-conception et de la CV aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que en faisant cette réflexion-là et en se disant comment on se prémunit de hausse du coût des matières premières ou de leur raréfaction, et comment on répond à ces enjeux de santé, ils sont forcément intéressés à la formulation des peintures, et ils ont travaillé en se disant il y a sans doute des biomasses et des matières premières qu'on peut mobiliser sur notre territoire et qui permettent de répondre à ce cahier des charges de différenciation, de réduction des impacts. Et c'est ça qui les a conduits à imaginer Algo. Et donc, dans Algo, effectivement, ils intègrent des coproduits coquillés, de la biomasse issue de la mer. Et tout ça, ça permet de répondre à leur cahier des charges, qui est de se dire comment on fait une peinture qui nous différencie sur un marché concurrentiel. Ça, c'est sûr. Une peinture à base d'algues, il n'y en a pas beaucoup dans les grandes surfaces de bricolage. Le deuxième point, c'est qu'ils sont au rendez-vous sur les émissions de COV, etc. Et puis, ça n'a pas été sans peine d'un point de vue commercial, mais ça a été hyper inspirant et ça leur a permis de fédérer leur équipe autour de ce processus apprenant finalement que peut être l'innovation, en disant comment on réinvente non seulement la formulation, mais aussi le processus de vente, parce que vendre une peinture à base d'algues, ça ne se vend pas de la même façon qu'une peinture classique. Et ça me permet de faire le lien avec un autre élément clé en termes d'outils et de réflexion et d'approche de l'économie circulaire et des modèles économiques innovants. C'est finalement un truc qu'on va retrouver quand on parle d'économie de la fonctionnalité ou si vous avez vu des choses autour de la servitisation, de la centricité client. Donc c'est l'usage finalement, c'est comment on déplace la façon de vendre et d'argumenter en termes de marketing et d'approche des clients. Là où c'est hyper documenté, hyper facile, etc., c'est l'exemple de l'automobile, mais vous pouvez prendre plein d'autres exemples où ça va finalement marcher et cette matrice de centricité client que vous voyez à l'écran fonctionne. Donc le cœur de l'offre historique, on va dire brique et mortier d'un certain nombre d'activités, c'est le produit. Et c'est souvent le produit seul. Donc vous allez finalement vous embarquer dans je disais une démarche apprenante tout à l'heure ou un processus quand on parle du management de l'innovation, où pour pouvoir passer du produit à l'usage, finalement il y a un certain nombre de marches à respecter entre guillemets pour pouvoir pas se planter et pas planter l'entreprise. Et puis l'autre point, c'est pouvoir finalement acculturer, préparer votre client au fait que votre business model est en train d'évoluer. Et donc ça peut se faire à des vitesses plus ou moins rapides, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement, pour pouvoir basculer du produit à l'usage, sans doute qu'il faut avoir une approche intermédiaire qui a un mix produit et service. Et donc là, si on pense à l'automobile, vous avez tous en tête le fait que l'automobile en tant que produit, ça coûte très cher, que finalement aujourd'hui, vous avez accès à plein de services autour du financement, de la location longue durée ou de la location avec option d'achat pour enlever cette épine dans le pied des vendeurs. Et puis l'autre point, c'est que si vous faites le calcul, tout au long de la durée de vie et de l'usage de votre véhicule, donc l'approche, on va dire TCO, coût total de possession, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément l'achat qui coûte le plus cher, c'est bien l'ensemble des services que vous allez mobiliser autour de l'usage de votre véhicule. Et c'est là où on va retrouver ces histoires complètement hallucinantes de coûts de maintenance. Vous vous rendez compte que c'est bien le fait d'acheter des pièces détachées, de maintenir votre véhicule, d'acheter des services qui vous permettent de l'utiliser, comme une assurance ou un contrôle technique régulier. Et donc, tout ça, finalement, fait que quand vous regardez en approche TCO, vous allez voir la valeur qui va se déplacer de la vente du produit vers les services.
Et donc, l'économie de la fonctionnalité, la servitisation, c'est une façon de dire, finalement, on enlève tous ces enjeux-là. On enlève tous ces points de friction qui peuvent faire en sorte que, finalement, vous n'allez pas rencontrer vos clients. On passe vers la vente de l'usage ou de la fonction. Et finalement, on se met vraiment à la place de l'utilisateur final ou du client pour pouvoir envisager une autre approche de l'offre, qui est non plus le produit, mais le service, la fonctionnalité. Et c'est là où ça devient hyper vertueux, parce que finalement, plutôt que d'avoir une automobile qui reste 95% de son temps, 96% de son temps sur un parking, bah finalement, si vous êtes dans la peau d'un Cities ou d'un acteur d'autopartage, vous allez typiquement pouvoir maximiser l'usage du véhicule et significativement augmenter son taux d'usage. Et c'est là où on reboucle avec les enjeux environnementaux parce qu'on y gagne. Là où on fait le lien avec les exemples précédents, si on prend l'offre de N2C autour du rétrofit et du reconditionnement de machines-outils, ben finalement, on voit bien que le fait de prolonger la durée de vie du produit, de proposer de nouveaux services, de mettre à jour le produit, de changer l'interface de machine, etc., vous allez déplacer la valeur et vous allez vous rapprocher de la centricité vis-à-vis du client. Et donc, très vite, vous allez vous poser des questions en vous disant finalement, est-ce que moi, je dois continuer, si je suis N2C, à vendre une machine-outil, ou alors est-ce que je dois envisager de louer ma machine, voire de la commercialiser à l'usage, en se disant finalement, je ne vends plus une machine de pliage, je vends un nombre de tôles pliées par an, et j'intègre mes services pour pouvoir pousser ça chez mes clients. Tout ça, c'est inspiré par un certain nombre de constats. Ces constats-là, c'est le fait que nous, consommateurs, nous, utilisateurs finaux, on a changé par rapport aux 30 Glorieuses et aux années 50. C'est d'une évidence crasse. L'autre point, c'est que finalement, il y a un sujet qui est lié non seulement au changement de regard et d'usage, mais aussi au fait qu'on a été habitué par un certain nombre d'offres au fait de plus forcément être le propriétaire de notre produit. Le meilleur exemple, c'est la question du logiciel, mais c'est pas la seule. Le deuxième point, c'est finalement ce qu'on a appelé à un moment autour de la question de la rupture, des nouveaux cycles technologiques, etc. C'est qu'on peut constater une forme d'accélération. Et tout ça, ça vient frotter avec notre vision des produits, de l'usage, et cette question d'obsolescence programmée. Et donc, par rebond de la production de déchets qui est liée à notre mode de consommation. Et puis le troisième constat, c'est alors l'ubérisation, c'est le gros mot qui peut choquer, mais c'est finalement la réintermédiation d'un certain nombre de modèles économiques qui peuvent être promus, poussés par l'économie de partage ou l'économie de plateforme. Et c'est là où on peut interroger l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, reboucler en se disant finalement, on n'est pas obligé d'être dans un modèle où il y a juste un acteur qui gagne et remporte la mise. On peut aussi être sur des approches de partage. Et donc là, il y a plein de champs possibles. Je vois l'heure qui tourne. On va aller sur la dernière partie, finalement. C'est l'espèce de synthèse en se disant finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir, alors, cet outil-là, vous le connaissez sans doute tous, c'est le BMC. Je suis désolé que ça s'affiche de manière un peu floue, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est de se dire finalement, il est sans doute dépassé cet outil-là pour pouvoir bien modéliser un modèle économique. Et donc, nous, ce qu'on vous invite à explorer, c'est des outils comme celui de Circulab, en se disant finalement, un modèle économique, c'est pas que cette question de comment on va créer de la valeur, c'est quoi l'équation de profit. Est-ce que finalement, on a une assiette de viabilité, un modèle économique qui tient la route? C'est aussi finalement ce qu'on disait à propos introductif, la façon de regarder les impacts positifs et négatifs sur l'environnement, les impacts en termes d'empreinte d'empreinte sociétale et sociale, et finalement d'élargir le champ de réflexion partie prenante, et donc pas forcément juste avec lui, mais aussi jusqu'à l'utilisateur final. L'autre point qui nous semble clé, c'est si on revient à notre petit outil, notre radar, là, pour pouvoir se dire est-ce que finalement nous innovons, est-ce que ça tient la route et est-ce qu'on va bien créer de la valeur au bout du compte.
Si on prend cet outil-là et qu'on essaie de faire une petite synthèse par rapport à ce que je partageais ce matin, finalement, si on fait le tour de la roue, pour pouvoir avancer sur un modèle économique circulaire innovant, il faut forcément raisonner en cas d'usage. Ça, c'est une évidence, mais aussi formuler les gains et s'interroger sur le côté durable de la solution. Finalement, est-ce que on ne déplace pas un certain nombre de sujets, est-ce qu'on ne les reporte pas plus loin dans la chaîne de valeur, etc., etc. Et puis, il y a un petit point clé qui est la question de la valeur de la ressource. Finalement, si vous avez la chance de pouvoir accéder à des ressources, ou en tout cas ce qui pouvait être des déchets, donc des ressources gratuites pour vous, sans doute que ce point-là, il n'est pas très durable, au sens où ça ne va pas s'inscrire dans la durée, parce que comme vous changez le regard et la perception de la valeur de cette ressource, sans doute que votre client ou vos partenaires vont un peu vous challenger pour vous dire c'est génial, tu as créé de la valeur avec ce qui était un déchet pour moi jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'on peut envisager de la partager maintenant. Et donc construire un modèle économique en se disant qu'on a accès dans la durée à une ressource gratuite, c'est sans doute une erreur. Le deuxième point, c'est que la techno, c'est pas suffisant pour être innovant. Par contre, c'est sans doute un point clé, notamment pour pouvoir caractériser les impacts environnementaux, les documenter et s'assurer que, in fine, il n'y a pas de transfert d'externalités négatives que vous filez dans le reste de la chaîne de valeur dans laquelle vous vous insérez. Dans le modèle d'affaires, classiquement, on dit comment vous sécurisez votre accès au marché et vous rencontrez plein d'acteurs du développement économique, des partenaires bancaires ou du financement au bilan qui vous interrogent sur votre stratégie d'accès au marché, etc. Dès qu'on parle d'économie circulaire, les plus affûtés vous questionneront aussi sur le fait que vous ayez valorisé et sécurisé la ressource que vous mettez en œuvre. Et donc, soyez prêts à répondre sur ce sujet-là et documenter le fait que, oui, vous accédez à une ressource gratuite, comme je le disais tout à l'heure, mais que dans votre modèle d'affaires, vous avez intégré ce changement de valeur. Sur le côté actif immatériel, on pourrait penser qu'il n'y en a pas. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ça, parce que les plus affûtés d'entre vous sur les modèles d'économie circulaire, finalement, vous développez plein d'ingénierie, plein de connaissances, plein de savoir-faire que vous avez intérêt à protéger, alors pas forcément sous la forme d'un brevet, on s'entend, mais peut-être à travers des contrats, du secret, etc. Parce que finalement, vous êtes des pionniers et que vous contribuez à sortir des déchets de leur statut de déchets, et que ne serait-ce que pour ça, il faut beaucoup d'ingéniosité. Et c'est sans doute une barrière d'accès au marché pour vos concurrents. Et puis, dans ce périmètre-là, il y a aussi ce qui se passe autour des REP, qui peut finalement vous permettre de développer des actifs immatériels, notamment à travers des réseaux et des partenariats. Sur le volet RH et organisation, il y a un point important, c'est que finalement, pour développer ce genre d'activité, ce modèle économique-là, circulaire, vous allez développer de nouvelles compétences ou devoir aller chercher des compétences spécifiques, que ce soit en éco-conception, en analyse de cycle de vie, mais aussi dans l'animation de votre portefeuille de partenaires pour pouvoir sécuriser et animer votre flux de matières ou de ressources dans la durée. Et puis, vous allez développer aussi des compétences spécifiques en marketing pour pouvoir valoriser vis-à-vis de vos clients et des utilisateurs finaux votre offre sur le marché. Et puis, on termine une fois encore par le côté ressources financières. Et là, il y a un point clé qui est souvent à mettre en regard du fait qu'on pense que la ressource elle sera durablement gratuite, c'est que les modèles économiques qui sont basés sur la circularité, sont très fortement consommateurs de trésorerie et de cash. Et donc, partir pas très armé sur ces enjeux-là, en pensant que la ressource est gratuite, ça va vous mettre dans une équation qui va être difficile à tenir dans la durée. J'espère que ça vous inspire et que ça génère des questions qu'on pourra partager à l'issue. Voilà, et donc pour la dernière partie, ce qu'on vous proposait, c'était de zoomer sur des dispositifs qui sont activables au profit de vos projets et vous permettre aussi un zoom des zooms en se disant finalement, dans la grande famille des dispositifs ADEME, vous avez beaucoup de sujets potentiels.
Et on a cherché à vous clarifier avec les aides l'aide de l'équipe ADEME, la façon de concevoir l'approche de ce sujet. Alors, en fonction de votre degré de maturité, de l'avancement de votre projet, etc., ben, vous allez sans doute vous reconnaître dans différentes phases. Alors, ça peut être la phase de diagnostic en se disant finalement, moi, ce côté circulaire, ça m'intéresse, mais je ne sais pas par où commencer. Et donc, ben, là, typiquement, la raison doit vous conduire à faire un diagnostic, à vous dire finalement, il faut que je m'appuie sur un tiers pour pouvoir faire ces premiers pas dans l'éco-conception. À votre profit, il y a dans les dispositifs activables, il y a 2 grandes familles. Il y a Tremplin, qui est un dispositif un peu générique qu'on va recroiser dans le cadre de nos échanges autour de dispositifs ADEME. Et puis il y a le Diag Éco-conception. Et sans doute que pour certains, vous avez déjà pu mobiliser le Diag Éco-conception à travers Brainstorm. Et on espère qu'il fera toujours partie des défis activables dans la prochaine programmation de Brainstorm. L'autre famille, c'est ce qu'on appelle la formulation et la structuration de la démarche. Donc là, il y a plein de ressources qui sont disponibles en ligne, qui ont été cofinancées notamment par l'ADEME, que ce soit des MOOC, des formations du pôle éco-conception de Saint-Étienne, des formations cofinancées par BPI France et un certain nombre de syndicats professionnels. Et puis, là encore, vous allez pouvoir finalement rendre cette descendance éligible à Tremplin. Si on continue, vous êtes au clair sur la démarche. Vous avez formé vos équipes et maintenant vous êtes prêt à embrayer sur la suite. Et donc, concrètement, vous avez une première réflexion sur un produit, sur une gamme, et vous voulez mener à bien une étude d'éco-conception. Là encore, il y a un dispositif côté ADEME qui peut être mobilisé assez simplement. Et c'est sans doute le préalable nécessaire pour pouvoir conduire des investissements. Ça, c'est le côté rationnel. Mais l'autre point, c'est qu'il y a une forme de continuum entre l'étude de faisabilité et les aides à l'investissement côté ADEME qui est intéressante à mobiliser de l'autre côté. De la même façon, vous avez le prévert bonifié côté ADEME qui peut être une autre forme de réponse. Et puis, on s'est permis de rajouter un petit point sur la question de l'organisation, des compétences et des talents, en vous disant finalement, si vous voulez tester un peu le truc, si vous voulez challenger vos équipes, intégrer plus rapidement de nouvelles compétences, sans doute que le VTE vert est une bonne façon de le faire avec l'aide de l'ADEME et de la BPI. Et donc, ce qu'on vous a présenté, c'est un peu l'offre sur étagère, ce qui est disponible et activable de manière régulière côté ADEME. Et l'autre point, c'est vous n'êtes pas sans savoir que côté ADEME, il y a aussi ce qu'on appelle les appels à projets, qui sont des dispositifs un peu spécifiques, à durée courte. Typiquement, sur cette slide, vous en voyez 2 qui sont mis en avant. Donc l'appel à projet industrialisation recyclage des plastiques composités et élastomères, celui-ci il est terminé. Celui qui est encore en cours et activable et intéressant pour ceux qui s'intéressent au sujet de l'économie circulaire, c'est ORMAT, donc objectif recyclage matière. Et dans cet appel à projet-là, vous allez retrouver ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va finalement couvrir un certain nombre de dépenses qui vont du diag jusqu'à l'investissement. Si on zoome à l'intérieur, finalement, les gens qui sont particulièrement attendus, ce sont les préparateurs, recycleurs et transformateurs de matière. Et donc, le but du jeu, dans le cadre d'ORMAT notamment, c'est de favoriser la réincorporation de matières premières secondaires dans le flux de valorisation de matière et de création de matières premières pour l'industrie. Et donc, réincorporer des résines dans les résines plastiques qui sont mises sur le marché, les métaux, etc., etc. Et donc, dans les types de projets attendus, il y a aussi bien des études que d'investissements. Et donc, vous pouvez avoir un projet qui couvre un peu les 2 sphères ou vous concentrer sur l'investissement si vous êtes déjà mûr, que vous avez déjà été accompagné. On est bien sur un spectre qui va d'innovation à l'industrialisation. Et puis, on a la chance de pouvoir avoir quelque chose qui est assez sur mesure en termes de montant de projet et de dépenses éligibles, et puis en termes de montant admissible à ce que vous voyez ensuite sous la partie aide possible. Donc là, typiquement, on est là pour vous aider à préqualifier votre projet et regarder ensemble les conditions de mobilisation de ce type de dispositif, et plus largement, l'équipe de Bretagne Compétitivité est à votre dispo pour évoquer les dispositifs ADEME, regarder les futurs appels à projets qui pourraient vous intéresser. Je pense que j'arrive au bout du temps qu'on s'était imparti, parce qu'on est à 50
Voilà, j'espère que j'étais pas trop dispersé et que vous avez pu me suivre dans de bonnes conditions. Ce qu'on vous propose à présent, c'est un petit temps d'échange, etc. On aura aussi besoin de votre avis et de votre feedback par rapport à ce webinaire, ne serait-ce que pour tracer vis-à-vis de nos cofinanceurs et puis nous permettre de nous améliorer, d'intégrer de bonnes idées que vous pourriez nous souffler. Et on vous remercie. En attendant, on a un certain nombre sur ces sujets-là à être à votre disposition. Et